Grosse journée, hein. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous Charles Dubolos, bonjour. Dangereux aujourd'hui. On était dans le nuage. Vous êtes alpiniste. En mai dernier, vous avez atteint avec votre coéquipier Simon Velfringer le sommet du Hongshi à 7029 mètres à la frontière népalo-tibétaine par la face ouest, en passant par un itinéraire complètement inédit. Trop bien, bro. On est bien là. C'est vraiment un aboutissement, on va dire, dans notre pratique d'alpinisme. On sacrifie quand même une partie de nos vies. On s'entraîne toute l'année pour ça. On s'absente pendant des mois et des mois, tu vois. Je partais vraiment avec une vraie motivation de réussir quelque chose. Je pense quand même que les réussites en expé, elles demandent quand même beaucoup d'engagement. À partir du moment où je prends mon billet pour le Népal, il y a des moments où je vais jouer avec la vie, quoi. Puis après, t'es à l'échec un peu suprême qui est celui de se tuer en montagne, tu vois. Nous, on grimpe ce qu'on appelle en style alpin, c'est-à-dire sans avoir recours à aucun artifice extérieur. Très honnêtement, faire du style alpin à 8000, c'est absolument extrême, hein. Un retour à l'esprit de l'alpinisme face à la profusion d'expéditions commerciales. Une nouvelle génération de pionniers de l'alpinisme. Même la descente ne laisse aucun répit. Vent et brouillard obligent à un changement de chemin en dernière minute. Ok, caméra A, ça tourne. T'es sûr que c'est bien les cheveux, hein? Interview Simon 129e. C'est le dieu local. Ganesh, c'est un dieu local. Donc à l'automne 2022, on est parti au Népal, donc avec Charles, découvrir la très haute altitude, et un troisième compagnon qui s'appelle Elias Mileriou. Lui avait une vraie expérience sur les sommets à plus de 8000 mètres, il en avait déjà fait au moins 2. On allait sur un 8000 aussi qui se prêterait, et je pense que cette phase du Manaslu se prête assez bien au style alpin. Tout simplement parce que les difficultés vont s'arrêter vers 7002, et qu'après ça va être un long cheminement beaucoup moins technique et assez facile jusqu'au sommet. T'es pas dans des difficultés extrêmes de grimpe à 7008, 7009, 8000, tu vois. Dans cette phase-là, avec Charles et Elias, on a visionné une potentielle ligne à ouvrir. On pourrait parler un peu plus du style himalayen, des expéditions commerciales sur ces grosses montagnes, qui est radicalement différent de notre façon de grimper, ça y a aucun doute là-dessus. C'est assez étrange, hein. Il y a vraiment du monde, quoi. On est genre une cinquantaine à suivre là, à la queue leu. Au moins la trace est bonne, quoi. Mais bon, c'est sûr que c'est loin de la montagne qu'on connaît, quoi. Petit Charlie qui est devant là. Elias. Et la multitude de gens qui veulent faire le Manaslu. Et du coup, assez rapidement, on a regardé en fait la face ouest du Manaslu. Donc le Manaslu, c'est un sommet qui se fait beaucoup par la voie normale. Monsieur Charles Dubolos, je croyais que vous preniez un style des plus épurés dans les plus grandes faces des Alpes. Moi j'aime quand il y a des traces et des cordes fixes, et que ma bouteille d'oxygène est au camp 4, tranquille. T'es déjà allé faire les courses à Carrefour la veille de Noël? C'est un peu ce qu'on ressent ici là. Non, mais au fond, on est content quand même. Pas moi, ça me passe les couilles. Non mais je suis content d'être en montagne. Waouh. Un kiss. Et ouais, où va le monde? Et il va là. Camp 1 du Manaslu. On est presque à combien? 5008. Et il y a 30 pentes. Plus. Ça se passe, Charlie? Dans la face ouest du Manaslu, cette face, elle n'était pas vierge. Il y a une voie qui avait été parcourue par Pierre Bégin dans les années 80.
aussi en style alpin. Puis personne s'est immiscé dans cet endroit et même au pied de la face, personne n'est jamais vraiment retourné là-bas. Et donc c'est assez marrant de se dire que exactement au même moment, dans cette face ouest, nous on était 3 et à côté sur la voie normale, il y avait quasiment des milliers de personnes qui s'attroupaient quoi. Ah, je me sens trop mal ici, il y a trop de monde, regarde, c'est même plus la montagne, c'est... La Chine, mec. Franchement, il y a des déchets partout. Des bouteilles d'eau, tout machin. Voilà, bientôt 6007. Piano, piano. Pas du tout. Je suis pas bien. Je suis désolé de vous dire ça, mais je suis pas bien. Un mec de 2-3 mètres d'épée qui est parti en plein milieu de la nuit à 2h du matin. Et qui nous a blasté la tente. Donc en fait, on est un peu au milieu de la 7 là. On a un peu posé le bivouac au milieu de l'autoroute 7, là, l'autoroute du soleil. Et on attend qu'il y ait un bus qui nous percute. Elias, il l'a senti partir. Ouais. Il s'est réveillé avant que ça arrive sur la tente. Ouais. Et finalement, avec beaucoup de chance, on a eu que quelques gravillons sur la tente. Mais ouais. Quand on voit la gueule de la plaque, ça fait flipper. Ça fait flipper, ouais. On est un peu en sursis là. Apparemment, un Sherpa mort, une skieuse disparue, 15 blessés. 15 blessés? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. 15 blessés. Ouais. Donc en gros, on est parti assez rapidement de cette voie normale. Et malheureusement, ensuite, le sort s'est un peu acharné sur nous parce que on a eu des grosses tempêtes de neige qui se sont accumulées et du coup, des gros cumuls de neige et un côté un peu anxiogène qui s'est installé, qui a commencé à s'installer quand on était encore sur la voie normale avec ces accidents mortels. Moi, j'étais très surpris, même si la finalité est la même et très triste. Moi, j'ai vraiment senti, en allant sur cette voie normale, qu'on perdait notre libre arbitre d'alpiniste tel qu'on l'est, tel qu'on pratique la montagne. Et donc, on parle d'échec, du côté négatif de tout ça, mais au final, honnêtement, à refaire, il n'y a pas une expé que j'aurais pas faite en fait. Mais on est rentré de ça avec quand même un goût un peu amer en bouche, d'avoir vu ce que c'était le tourisme d'altitude. On a senti qu'on était dans un terrain qui nous correspondait pas et c'était finalement assez bien de le voir et de le découvrir. Le seul truc moi qui me dérange dans tout ça, c'est d'être assimilé à ça. C'est-à-dire quand tu fais de la montagne et que tu parles au grand public, souvent on a tendance à te dire « Ah oui, mais est-ce que t'es monté à 8000 ? Ah mais t'as fait l'Everest ? Ah mais en fait, c'est pas du tout la même chose. » J'ai longtemps songé à apprendre à dessiner, émerveillé depuis ma jeunesse par les paysages, urbains ou sauvages. J'ai longtemps voulu retranscrire sur un bout de papier ce que je voyais. Mais gravir une montagne en style alpin, c'est comme écrire des rimes qui ont du sens ou finaliser une toile de grand peintre, ça n'a rien de simple. La plupart du temps, c'est l'échec auquel nous sommes confrontés. Pour être un bon alpiniste, il faut surtout être un professionnel de l'échec, car c'est là qu'on puise notre motivation. Et ces 3 dernières années, on a bien puisé. L'été 2023, on est chacun parti dans des expéditions différentes, mais au Pakistan. Alors nous, on est parti sur un sommet qui s'appelle le K7. Il y a une très très grande arête sur ce K7 là, qui a été essayée pas mal de fois, jamais réussi, qui est très longue. Et donc on a essayé d'ouvrir cette arête là, ça n'a pas marché malheureusement, une fois de plus, à cause du mauvais temps. Notre projet, en fait, c'est un sommet qui est à 7200 mètres et qui est extrêmement raide. Un pilier qui est encore vierge sur une montagne qui s'appelle l'Ogre. Cette face sud-est, elle est vraiment hyper belle esthétiquement. Et aussi, le pilier, en fait, ça présente des difficultés, surtout en escalade. Oh. It's a hard time for the team. And the weather is middle class. Notre projet initial, qui était d'ouvrir une voie sur l'Ogre, a été un échec, cause essentiellement de la météo. Tatoueur à Biarritz. Ok. Trop stylé qu'ils aient fait ça. Avec Charlie, je pense qu'on s'est rencontrés il y a 5-6 ans à peu près. On s'est pas rencontrés en montagne en fait. Comment te dire ça d'une manière un peu pas trop romantique, mais on a eu un petit coup de foudre quand même, tu vois, quand on s'est vu.
et on est quand même plutôt hétérosexuel, je pense. Mais on a quand même une part de nous, et c'est un peu une face cachée, quelque chose d'enfoui, qu'on ressort seulement au-delà de 7000 mètres. C'est simple la vie en fait. Hein. Un peu de gazon. Qui sent bon des cheveux, hein. Moi encore ? Ouais, ça tant va. mieux, c'est cool. Moi je me douche beaucoup. J'aime beaucoup les douches. Genre, tu t'es lavé hier? Non, Tu t'es rincé? non. Je me suis rincé un peu la tête, ouais, les cheveux. Là, sur cet expé de mai 2024 au Népal, avec quasiment 3 années d'échecs en expédition, coup sur coup, et du coup dans un état d'esprit d'avoir envie de prendre un peu ma revanche sur tout ça, quoi. Charlie, il est arrivé un peu tel une bête sauvage animée, et il fallait qu'il trouve un moyen de se calmer dans sa vie, tu vois. Et en gros, il est venu chercher ça au Népal. On avait chacun, Simon et moi, subi, on va dire, pas mal d'échecs dans nos expés. On était dans des phases de vie aussi un peu, en tout cas, je parle vraiment pour moi, je vais pas parler pour Simon, mais un peu particulières. Vraiment, la genèse du projet, avec Simon, quand on est parti, on s'est dit, on ferait bien une expé très haut en altitude. Avec la course aux 14 000 et compagnie, de s'intéresser à celui qui vient juste après, au 15e sommet du monde. Le sommet, il s'appelle le Gashungkang. Il est à 7953 mètres, je crois. 47 mètres pour tomber dans l'oubli, en gros. Parce que ce sommet, il a été fait par une dizaine de personnes, quoi. Bravo, hein. C'est un vrai bloc. Mec, je suis content, là. Je suis hyper content parce que on est parti une semaine. Et en fait, on est au camp de base, on voit la montagne qui a l'air juste énorme et loin et qui fait peur. Mais je crois que c'est... Enfin, il y a un moment, voilà, quand tu te fixes des gros objectifs sur Google derrière ton ordi, quand tu arrives sur le terrain, c'est comme ça, quoi. Donc, je suis content d'être là. Ça va être trop bien. Je suis vraiment content. Et je me dis que ça peut marcher, tu vois. Après, très honnêtement, faire du style alpin 8000, c'est absolument extrême. Hein. Très peu de chances d'y arriver. C'est... Faut pas se mentir aussi. Si on va à 7000 en style alpin, souvent, c'est parce qu'à 8000... c'est quasiment impossible, quoi, tu vois. Charlie, il est investi, hyper actif et un peu têtu quand même. Sur tes doigts. Voilà, les jambes même. Elle est une jolie culotte. Ici, vous avez la coulée du Grand Bronze. Et là, ici, qui remonte tranquillement vers la Baule, située en Bretagne. La Baule et la coulée du Grand Bronze. On a déjà beaucoup grimpé ensemble. On se connaît très bien en montagne. On se connaît très bien dans la vallée. Techniquement, il est très très fort. Bien plus fort que moi, tu vois. Par exemple, l'un des tout meilleurs, tu vois. Ils sont pas beaucoup à grimper dans le 9A et être alpiniste à côté. Et techniquement, il est au-dessus du lot. Même si on ne demande pas d'aller faire du 9A dans ces phases-là et qu'il y a bien d'autres compétences. Je sais pas du tout, là. Ouais, t'es weak. Quoi? T'es faible? Ah ouais, je suis faible. Ouais. Je devrais courir, là. Enfin, pas courir. Ouais. Et ben... Regarde, il y a 2 jours, on est bas en altitude. Et ben... Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça te dérange? Ouais, je sais pas. Tu rentres tout seul, ça te dérange pas? Moi, je peux rentrer tout seul, sans souci. Et nous, on monte un peu, on va voir, quoi. C'est une bonne idée, tu penses? Hein? C'est le mieux. Bah... Nous, on n'a pas suffisamment d'intérêt à rentrer au camp de base, à moins que t'arrives pas à rentrer tout seul, quoi. Ah non, c'est sûr. Non, bah, on essaye de monter au pied, quoi. C'est clair. Ouais, ça fait un peu chier, quoi. Je peux essayer d'avancer encore un peu, quoi. Allez, mec. On va briquer là, hein. Ah, mais c'est pas possible, quoi.
j'ai pas ce que j'ai. De quoi? Je sais pas ce que j'ai. Ouais, t'es malade. Putain, mais là, quand je suis à l'arrêt, je sens rien, quoi, tu vois. C'est insupportable. J'ai rien, en fait. Mais on sent à la gorge que t'as quand même quelque chose. Bah oui, bien sûr. T'es pas en train de mentir. Hein. Je sais pas. En fait, tu vois, si rentrer au camp, ça veut dire qu'on fait rien. Au final, ça mérite quand même de réfléchir. Ça va. Je vais me baser sur l'arête de Lungchi là. Derrière nous. Mais vraiment sans pression et prétention, j'y vais hyper cool, je vais faire un bivouac. Je vais voir. Je connais pas le feu. C'est hyper flippant de voir son copain qui part tout seul sur une arête dans 7000 comme ça, encore fatigué, avec du matos préparé à l'arrache et tout. Et moi, de le voir partir, en fait, ça m'a fait plaisir, quoi. Parce que je savais très bien que c'est là qu'il devait aller, tu vois, genre. Sur l'arête de Lungchi, je suis parti un peu en disant ouais, bah, je vais voir, mais en fait dans ma tête, je voulais réussir quelque chose, je voulais que ça marche. Et là, je me suis clairement engagé bien au-delà du raisonnable. Un espèce de couteau entre les dents, tu as envie de réussir. Ça a un goût très particulier hein, d'être en solo comme ça, tout seul, même ne serait-ce que la nuit dans la tente sur l'arête, à te faire défoncer par le vent, et t'es vraiment tout seul, c'est très bizarre, tu vois. Je suis en train de rentrer au camp de base là, à 5050. Et j'ai vraiment du mal à me projeter sur quoi que ce soit, quoi. Je crois que je me suis rarement senti aussi faible dans ma vie et du coup c'est pas simple à gérer. Mais bon, je suis pas non plus en train de mourir. Hein. Et du coup, limite de le voir partir tout seul, moi ça m'a fait du bien. Et ça se trouve, ça m'a permis de guérir plus vite aussi. Parce que je vois mon copain qui a besoin de cette montagne. Et dans tous les cas, il va avoir sa part du gâteau un peu, tu vois. Il va avoir son truc qu'il est venu chercher. Et ça me rassure. On est le 13 mai. Et écoutez, ça va quand même mieux. Hein. Ça guérit doucement. Après, à y regarder de plus près, y a cette face ouest de Lungchi là, qui a l'air quand même assez pétillante. Parce que pour être tout à fait honnête, le Gyashungkang, en termes de timing et d'énergie, ça semble un peu compromis. Et là, il y a Charlie qui est parti 2 jours sur l'arête sud-ouest de Lungchi aussi. Il s'est arrêté à peu près à la moitié. Et là, je l'observe, il est en train de redescendre. C'est trop stylé. Et voilà, Mauvais arrive de nouveau. C'est plié. C'est plié, je me casse. Je me casse de là. J'aurais pas le temps d'aller plus haut. C'est pas une lubie, il y a des gens, ils font un solo comme ça, juste pour voir ou quoi. Charlie, c'est dans son ADN et ça fait partie de lui. Tu acceptes de partir en solo en Himalaya sur des montagnes, quand tu dis à tes potes, bon, moi j'y vais, t'acceptes les trucs, quoi. Tu sais que tu vas pas au camping, hein, que tu vas pas dans l'allée B3. Je me le disais, c'est trop là, tu vois, même quand je grimpais, je me disais, comme j'engage. Et quand je suis rentré, j'aurais dit, mais là, mais... On est tous les deux partis dans le même état, à savoir que physiquement, on était atteints tous les deux, donc pas du tout dans la forme de notre vie, mais par contre, mentalement, on avait une hargne et une soif d'en découdre qui était assez énorme, je pense. Mon expé, avec Simon, je la voyais comme un échec jusque-là, parce que je me disais, c'est impossible que Simon se relève.
200 chacun. Ouais. Mais ouvrir une voie en Himalaya, ben, c'est quelque chose d'assez différent parce que ben, déjà il y a plusieurs styles d'ouverture. Donc il y a le style himalayen qui va consister à poser des cordes fixes, à éventuellement utiliser de l'oxygène pour arriver au sommet. Et il y a le style que nous on utilise qui est plus épuré, qui est le style alpin, où là en fait on va partir du bas de la face jusqu'au sommet sans faire d'aller-retour. Donc vraiment on va essayer de progresser d'une seule traite, équipé du strict minimum, donc juste le matériel pour progresser vers le haut, d'être le plus léger possible. Et il y a une idée d'une certaine efficacité, rapidité, même si c'est pas la priorité. Ouais, je suis ému, ça me fait toujours un truc. Tu sais, quand tu fais la marche d'approche qu'on a fait là, je vais te dire un truc qui est un peu exagéré, mais t'as toujours un peu l'impression d'être l'animal qu'on emmène à l'abattoir quand tu vas vers un gros objectif. C'est tout le temps là, tu marches, tu te dis en fait t'as envie d'y aller, mais il y a un côté de toi qui a pas envie. Et moi j'ai vraiment cette sensation, des fois je me dis putain, mais je suis la bestiole qu'on emmène se faire piquer quoi. Et en fait là je suis trop bien, je suis trop content. Je pense que demain c'est la même journée qu'aujourd'hui. Non. Non. Je pense que c'est moins bon après. T'es pas inquiet. Il faut juste en fait. Il faudrait qu'on s'enlève ça de l'esprit, c'est pas évident quoi. Moi ça va, je t'avoue. Ok. Pour moi si je peux te suivre ça m'aide. Hein? Ça me prend un peu la tête quand même. T'as vu, ça fait toujours. Je suis trop content de fêter mon anniversaire avec toi dans l'Ungchi mec. 35 ans. Là-haut, 35 ans dans l'Ungchi au soleil. On sera peut-être pas au soleil nous mais. Peut-être hein. Vous en aurez entendu parler mes chaussettes hein. On va y parler. Profites-en mon Charlie. Des coups de piolet. Allez! Premier ressaut pour le Simon. Vers 6100 dans l'Ungchi. Charlie qui sort du ressaut. Sacrée longueur le saut! Sacrée longueur. Je prends le temps hein! Ça va frérot. T'es tellement dur mon gars. J'arrive pas à amorcer. On l'attendait! Je suis trempé! J'en ai plein les lunettes! Ah, fait chier!
Allez les gars. Je repose les mollets. Il y a mon sim là-dessous. Et voilà. On va arriver dans la pente de neige sommitale. C'est que de la glace bleue, ça éclate les mollets. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 1h. Midi 1h. Je pense que vers 15h on sera au col. Yo le sang! Ça va bro? Le Simon il commence à sentir sa petite bronchite. La petite bronchite à mon avis là. Elle commence, Elle commence à ressortir gentiment. Ah putain, là. Bravo mec, hein, c'est bien. Hein. Trop fort. Allez, dernière longueur. On arrive au col. À 6006 presque. On est bien massé. On aura fait quasi 1003 de dénivelé dans la journée. On en chie quand même un peu. Hein. C'est pas facile quoi. Et voilà. On vient de sortir sur l'arête après une énorme journée. Mon sim il est complètement cramé. Il s'est donné comme un ouf avec sa bronchite. Trop fier de lui. Trop bien. Une bonne chose de faite. Ouais, vraiment une grosse journée hein. Grosse journée. Hein. Waouh. Sacrée journée. Je peux faire beaucoup plus. Et voilà, bivouac installé. Toujours le brouillard. Bon, est-ce qu'il se repose de sa bronchite? Sale journée, sale nuit. Ce soir on dormira sûrement un peu mieux. Putain, j'espère, hein. J'espère qu'on va dormir plus bas ce soir. Hein. On est le samedi 18 mai 2024. Et mon cher collègue Charles vient d'avoir 35 ans. Pour fêter ces 35 palais. Qu'un lever de soleil sur l'Ongchi. On se bouge le cul quand même un peu. Faut quand même qu'on se bouge le cul. On est un peu... Enfin, moi radar, je suis scotché quoi. Mais bon, normal quoi. C'est haut. C'est fatigant. 2 heures pour se préparer, j'ai jamais fait ça. On est sec. Allez, ça part. On est sec. Je sais pas pourquoi on est sec comme ça. Dur là. Là, c'est dur. On avance tout doux vers le sommet. Et a priori on va y arriver hein. Bah là, si on n'y arrive pas, c'est qu'on est mort. Le sommet de l'Ongchi, 7029 mètres, la trache. Mon sim qui arrive au sommet de l'Ongchi. Trop fier mon pote. Et mon Charlie. On y est. Mon premier 7000. On est rôti mais putain. Je crois qu'on est heureux hein. Charlie il a tout défouraillé.
C'était vraiment une belle ascension. On n'y aurait pas cru il y a une semaine. Allez, il y a 10 jours, le signe qui a chopé une grosse branchette, il s'est donné jusqu'au bout là pour y arriver là. Ça, c'est des guerriers ça. On s'est battu, hein. Pas de problème, hein, il y a les antibiotiques, la cortisone, mais 5 jours après, on y va quoi. Ouais. Bravo, trop content, trop bien. Et là, on vient de faire notre voie là, la ligne qu'on s'était imaginée. C'était quand même vraiment très technique, du coup on est hyper heureux. On passe un peu les gouttes de la météo, comme on peut le voir. Et bah là, on va vite redescendre pour s'abriter sur l'arête. Et on devrait retourner au camp de base demain, du coup. Et c'est l'anniversaire du CERF. On est trop contents. 35 ans, il n'y a pas tout le monde qui a fêté ses 35 ans là aussi. Et c'est pas anodin parce que ça fait quand même 1700 mètres de face, hein. ouais, et puis 2-3 expés qu'on galère un peu. Ouais, et du coup, ça fait vraiment plaisir. on est content. Enfin, on en a une quoi. Et puis, pas des moindres, pas des moindres. Et là-bas, la descente dans le brouillard. On est encore à 6009, on descend pas. Alors qu'on aimerait bien descendre. T'en sors. Il n'y a pas de glace pour faire le rappel alors. On a fait un trou dans un bloc de neige glace. On est un peu dans la La merde. descente, t'as rien, me filer un piolet, bro? Ouais. Il fait super moche en fait. Et on a du mal à se repérer, on sait pas trop par où faut aller. On galère quoi. Voilà. On est dans un bon vitesse. On va dormir ici. C'est le matin du dernier jour, on se casse, mais il y a du vent et il neige. Mais il faut qu'on se casse d'ici. Situation un peu merdique. On est en train de tomber gentiment dans une situation de merde là, qui pourrait nous pousser à la faute. Non, pas faire de faute. Non, on va essayer de, mais... Voilà, journée de grand beau soi-disant, comme souvent. Et on est dans la descente et en fait c'est beaucoup plus merdique que prévu, c'est quasiment impossible de s'assurer, c'est hyper raide. Et c'est relou quoi. On fait un mauvais choix stratégique, c'est-à-dire qu'on perd la tente. Donc on n'a plus de quoi bivouaquer, mais on se dit que de toute façon le soir on sera dans la vallée, au matin du 3e jour. Et en fait là tout bascule un peu, c'est-à-dire que c'est hyper raide, on voit pas vraiment où descendre, il fait pas beau, on peut pas du tout s'assurer, l'arête est terrifiante, vraiment. Et on se dit que si on reste une journée là-dessus, parce qu'il y a au moins une journée sur l'arête, il y en a un des deux qui va tomber dans le vide. On a la descente. On a dû prendre une option un peu différente. Parce qu'il faisait trop moche. On est descendu de l'autre côté de la montagne. Côté est. Ça va laisser? Ouais, on va se mettre 2-3 rappels à l'arrête là, hein. Dans le jour blanc. Petit cigare à 6003. Dans le jour blanc là. On vit une journée particulière, non? Ouais, c'est bizarre hein. On a l'impression de pas avoir trop de backup. Ah, c'est cool ça, on va dans le trou, hein. Par contre ça c'est cool. Est-ce qu'on a plus de chances de survie maintenant? Là je crois que je suis content là. La brasserie du parc se rapproche Ah quand bah même. la brasserie du parc elle la ramasse là. Et même moi chez Pralade, la Gorka là. Ce matin elle s'est un peu éloignée, non? Ouais. Et voilà. Fin des rappels dans du très raide. Et toujours le maxi jour blanc, on voit rien. Libre. Cette météo. Exécrable, on s'en fout maintenant, on peut marcher pendant 10 heures. Hein. Il n'y a plus rien qui a d'importance. On est en bas, on est safe. Ça aurait pu être dramatique. Si on s'était pas bougé là, t'imagines? Hein? Bah tu meurs là.
On va griller quelques jokers aujourd'hui. Ouais. Si seulement on pouvait faire 10 bornes comme ça. Malheureusement, ça va être plutôt 10 bornes comme ça. On s'en fout. On s'en bat les couilles. On est en vie. Voilà. On a joué un peu. Tout ce qu'on a à dire. On a joué, on a bien joué. Le goût de l'effort. Ouais. S'il y en a qui cherchent, petite morette sympa, à 2 pas d'ici là. Je vais fractionner. On est sec, hein? On est sec. Mais franchement, ça avance, ça. On est sec, mais il y a un côté tellement, je sais pas, féerique dans cette neige. Après avoir tellement tout donné aujourd'hui. Et là, on sait qu'on risque plus grand chose. Traverser le glacier et rentrer chez nous. On peut dire que celle-ci, on n'a pas volé. Hein. Beaucoup de souffrance quand même. Beaucoup de souffrance dans une ascension comme ça, mais bon. À la fin, on est tellement heureux. Et je crois que si je devais le refaire, bah, je le referais. Hein. Alors que là, je suis encore dans le dur. Hein. Mais c'est tellement fou. C'est tellement intense. C'est tellement beau. Alors voilà. Hein. On va profiter maintenant, je crois. Yeah, on se trembleur. Hein? Ouais! Yeah, trop bien, bro. Ah, on est bien là. On est bien là. Ah ouais. Là, non? Ah, t'es belle. Ah. Nima! You! Good. Tiens, mon sim. Thank you, Nima. Thank you very much. You're welcome. Thank you to you. Woo! Ok là. Il est là, mon Nima! Il est là, ma machine! Merci! Danyabad, Lima. Danyabad. Picture. I also took a picture. T'imagines, j'ai 35 ans. Qu'est-ce qu'après ça va me remplir autant? Mais moi, je trouve ça cool, hein, les gars qu'on... En fait, les mecs ultimes, c'est les gars qu'on su arrêter. Je pense qu'on a fait évoluer plein de trucs. Quand tu dures dans l'âge à faire des conneries, tac, les mecs se tuent. Donc d'un côté, c'était des très grands alpinistes, mais c'est dommage, tu vois, ils ont, entre guillemets, ils ont pas transformé les scènes. T'as des mecs qui ont fait de l'alpinisme hyper fort, et puis qui ont réussi après à passer à complètement autre chose, à être plus apaisés, et ça leur a été, si tu veux, ça leur a donné une marche pour peut-être accéder à d'autres choses. J'imagine qu'il y a eu une époque où c'était très compète entre les alpinistes et tout, tu vois, on est moins là-dedans, je pense, notre génération, on est plus dans la bienveillance, on n'a pas de problème à dire qu'on a peur. J'ai mis, nous venons d'ouvrir une voie difficile dans la face ouest de l'Ungshi, c'est abusé de dire difficile ou pas? Non, difficile, c'est bien. Tu passes d'un truc à l'autre, changement quoi, évolution, et changement difficile en fait, changement dans la douleur, tu vois ce que je veux dire? Douleur. Putain, on pourrait faire un truc comme ça, le changement dans la douleur. Ou en gros, tu vois, le changement engendre de la douleur, nécessairement. Après, le cavalier sans tête, il y a de la douleur. Hein. Ah bah ouais. Il y a de la douleur. Je suis le cavalier sans tête.